Il existe un schéma dans l'histoire qui a détruit 3 superpuissances mondiales au cours des 500 dernières années. Et en ce moment, en 2025, les États-Unis suivent ce même schéma étape par étape, décision par décision, comme s'ils lisaient le même scénario qui a mené à la catastrophe à chaque fois. En 1590, l'Espagne était l'empire le plus riche de la planète. Ils contrôlaient la moitié de l'or et de l'argent mondiaux. Leur armée dominait l'Europe. Leur monnaie était acceptée partout. En moins de 80 ans, ils étaient en faillite, une puissance de second rang qui ne s'est jamais relevée. En 1914, la Grande-Bretagne régnait sur le plus grand empire de l'histoire humaine. Le soleil ne se couchait jamais sur les territoires britanniques. La livre sterling était la monnaie de réserve mondiale. En 40 ans, l'empire avait disparu. La monnaie s'effondra. Ils devinrent le partenaire junior de l'Amérique. En 1991, l'Union soviétique était l'autre superpuissance. Armes nucléaires, influence mondiale, satellites couvrant le globe. Elle cessa d'exister en 900 jours. Non à cause d'une guerre, mais d'un effondrement économique. 3 fois, 3 superpuissances. 3 effondrements complets, suivant exactement la même séquence. Et voici ce qui devrait vous terrifier. Les États-Unis ont déjà complété 5 des 7 étapes. Nous n'approchons pas du schéma. Nous en sommes profondément immergés. Mais avant de plonger dans ce schéma implacable, j'ai besoin que tu participes à cette autopsie des empires. Écris en commentaire d'où tu regardes cette vidéo, ta ville et l'heure qu'il est. Je veux cartographier la conscience mondiale face à ce qui pourrait être le plus grand effondrement de notre époque. Ceci est l'histoire de la façon dont les empires meurent, pourquoi ils croient toujours être différents, et pourquoi les mathématiques indiquent que nous sommes les prochains. Et cela se produit plus rapidement que quiconque ne veut l'admettre. Avant d'examiner le schéma, vous devez comprendre à quoi ressemble réellement un effondrement impérial, pas dans les manuels, mais dans la pratique. Ce que cela signifie quand une superpuissance meurt. L'effondrement impérial ne commence pas par une invasion ou une défaite militaire. Il commence par l'épuisement économique. L'empire s'étend au-delà de sa capacité à se maintenir. Base militaire dans 150 pays, guerre sur multiples fronts, promesses qu'il ne peut tenir, dettes qu'il ne peut rembourser. Au début, le déclin est invisible. La monnaie fonctionne encore. L'armée gagne encore des batailles. Le gouvernement fait encore des promesses. Mais sous la surface, les fondations se fissurent. Les ressources sont mal allouées. La capacité productive diminue. Les meilleurs éléments partent. Puis vient l'accélération. Les alliés commencent à se couvrir. Les ennemis testent les limites. Les partenaires commerciaux cherchent des alternatives. Le statut de monnaie de réserve s'érode. Et soudain, les avantages qui vous rendaient puissants deviennent des vulnérabilités. Votre monnaie, autrefois demandée par tous, revient en masse. Votre armée dispersée à travers le monde devient insoutenable. Vos promesses, autrefois garanties par la force, deviennent des mots vides. Ce n'est pas théorique. C'est ce qui est arrivé à l'Espagne, à la Grande-Bretagne et à l'Union soviétique. Et c'est arrivé parce qu'ils ont pris exactement les mêmes décisions que nous prenons maintenant. Ils croyaient à leur pouvoir permanent. Ils se sont surétendus militairement. Ils ont dévalué leur monnaie. Et ils ont refusé la réalité, jusqu'à ce que l'effondrement soit déjà en cours. Regardons comment cela s'est produit 3 fois, exactement de la même manière. Commençons par le premier empire mondial. L'Espagne des années 1500-1600. C'est le plan original. Après la découverte des Amériques par Colomb en 1492, l'Espagne devint la première véritable puissance mondiale. Ils conquirent les empires aztèques et incas, s'emparèrent des mines d'or et d'argent les plus riches jamais découvertes. Vers 1550, les galions espagnols rapportaient 200 tonnes d'argent par an. Vers 1600, plus de 400 tonnes annuellement. L'Espagne contrôlait la masse monétaire de l'Europe. Le réal espagnol était la monnaie de réserve mondiale. Tout le monde voulait de l'argent espagnol. Et c'est ici que le schéma commence, avec un pays qui contrôle l'argent du monde et croit que cela le rend invincible. Le roi Philippe II, régnant de 1556 à 1588, avait plus d'argent qu'aucun monarque dans l'histoire, et il le dépensa pour l'Empire. Étape 1. La surextension militaire. L'Espagne combattait partout simultanément, contre l'Empire ottoman en Méditerranée, contre la France et l'Italie, contre les rebelles protestants aux Pays-Bas, contre la marine anglaise, guerres aux Philippines, guerres dans les Amériques. Vers 1180,
l'Espagne avait des engagements militaires sur 4 continents. Le coût était astronomique. La moitié des revenus de l'Espagne partait à l'armée, et ce n'était toujours pas suffisant. Étape 2, la dévaluation monétaire. La couronne espagnole ne pouvait pas payer ses factures avec les seuls impôts. Alors ils firent ce que tout empire en déclin fait. Ils dévaluèrent la monnaie. Ils commencèrent à mélanger du cuivre dans les pièces d'argent. Une pièce supposée être en argent pur devint à 50% de cuivre, puis 75%. La valeur faciale restait la même, mais la valeur réelle chutait. Vers 1600, les pièces d'argent espagnoles contenaient à peine de l'argent. Les marchands cessèrent de les accepter au pair. L'inflation explosa. Étape 3. La spirale de la dette. L'Espagne empruntait constamment aux banquiers italiens, allemands, à quiconque prêterait. Dès 1557, moins de 20 ans après le début du règne de Philippe, l'Espagne déclara banqueroute. Ils firent défaut sur leurs dettes, restructurèrent et continuèrent à emprunter. Ils déclarèrent à nouveau banqueroute en 1560, encore en 1575, encore en 1596. 4 banqueroutes en 40 ans. À chaque fois, ils promirent des réformes. À chaque fois, ils retournèrent directement à l'emprunt et aux dépenses. Étape 4, la perte de capacité productive. Voici ce que les gens ne comprennent pas sur l'effondrement de l'Espagne. Ils avaient tout l'or et l'argent du monde, et cela les détruisit. Car quand vous avez de l'argent illimité, vous arrêtez de produire. Pourquoi cultiver de la nourriture quand vous pouvez l'importer? Pourquoi construire des navires quand vous pouvez les acheter? Pourquoi innover quand vous pouvez simplement dépenser? La noblesse espagnole considérait le travail comme indigne. La production manufacturière déclina. L'agriculture stagna. Toute la richesse partait à l'importation de bien d'autres pays. L'or et l'argent venant des Amériques repartaient directement pour payer le vin français, la soie italienne, les produits hollandais. L'Espagne devint un conduit. La richesse circulait à travers eux, mais rien ne restait. Vers 1600, l'Espagne ne produisait presque rien. Ils étaient entièrement dépendants des importations, entièrement dépendants de l'argent pour tout payer. Et quand les mines d'argent commencèrent à s'épuiser, quand la production chuta, tout le système s'effondra. Étape 5. La décadence sociale. Avec l'économie en échec, la criminalité explosa. Les mendiants remplirent les rues de Madrid. Les citoyens productifs émigrèrent. Les meilleurs esprits partirent pour la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, des pays qui construisaient, créaient, croissaient. L'Espagne resta avec des bureaucrates, des soldats et des prêtres. Personne ne créait de richesse, tout le monde la consommait. Vers 1640, l'Espagne perdit le Portugal. Vers 1650, ils perdirent les Pays-Bas, leur territoire le plus riche. Vers 1700, l'Empire espagnol n'était qu'une coquille vide, encore vaste sur le papier mais économiquement mort. Ils passèrent de superpuissance mondiale à puissance secondaire en moins d'un siècle et ne s'en remirent jamais. L'Espagne aujourd'hui est un pays européen régional, agréable, cultivé, mais irrelevant sur la scène mondiale. Les descendants des conquistadors sont une destination touristique. Voici à quoi ressemble un effondrement impérial. Avançons de 300 ans. La Grande-Bretagne des années 1900, l'empire où le soleil ne se couchait jamais. À son apogée, la Grande-Bretagne contrôlait 25% de la surface terrestre mondiale, 400 millions de sujets. La livre sterling était la monnaie de réserve mondiale. Chaque contrat commercial important était libellé en livres. Chaque banque centrale détenait des obligations britanniques. Londres était le centre financier du monde. Et tout comme l'Espagne, 300 ans plus tôt, ils croyaient que c'était permanent. Mais ils suivaient déjà le schéma. Étape 1. La surextension militaire. Dès 1900, la Grande-Bretagne avait des engagements militaires partout. Inde, Afrique, Moyen-Orient, Chine, Pacifique, Caraïbes. Ils devaient défendre des territoires sur 6 continents. Le coût était énorme. Et quand la Première Guerre mondiale éclata en 1914, la Grande-Bretagne fut confrontée à un choix. Rester neutre et laisser l'Europe se détruire, ou intervenir et mettre l'Empire en faillite pour gagner. Ils choisirent de combattre. La Première Guerre mondiale coûta à la Grande-Bretagne plus de 40 milliards de dollars, l'équivalent de 1000 milliards aujourd'hui. Ils empruntèrent à tous, principalement aux États-Unis. Dès 1918, la Grande-Bretagne devait des milliards à l'Amérique. Le créancier était devenu le débiteur, mais ils avaient gagné la guerre
Ils pensaient pouvoir reconstruire. Ils avaient tort. Étape 2. La dévaluation monétaire. La livre sterling était supposée être adossée à l'or, mais la guerre avait vidé les réserves d'or britanniques. Ils avaient expédié de l'or en Amérique pour payer armes, nourriture et fournitures. Dès 1920, les réserves d'or de la Grande-Bretagne étaient réduites de moitié par rapport à 1914. Mais ils tentèrent malgré tout de maintenir la valeur de la livre. Ils retournèrent à l'étalon or au taux d'avant-guerre en 1925. Le problème, la livre était surévaluée. Les exportations britanniques devinrent trop chères. La production manufacturière déclina, le chômage augmenta et le gouvernement dut maintenir des taux d'intérêt élevés pour défendre la monnaie. Cela détruisit l'économie nationale. Dès 1931, ils ne purent plus tenir. La Grande-Bretagne abandonna l'étalon or. La livre perdit 25% de sa valeur en une nuit. La monnaie de réserve mondiale venait d'admettre qu'elle ne pouvait tenir ses promesses. Étape 3. La spirale de la dette. La Grande-Bretagne ne se remit jamais de la dette de la Première Guerre mondiale. Puis la Seconde Guerre mondiale commença. 120 milliards de dollars de coûts supplémentaires, plus d'emprunts à l'Amérique. Dès 1945, la Grande-Bretagne devait aux États-Unis et au Canada plus de 30 milliards, plus que le PIB entier de la Grande-Bretagne. La guerre était gagnée, mais l'Empire était fini. Il ne pouvait plus le défendre, ne pouvait plus se le permettre, ne pouvait plus le maintenir. Étape 4. La perte de l'Empire. En 1947, la Grande-Bretagne abandonna l'Inde. Le joyau de la couronne et la source de richesse depuis 200 ans disparut. Au cours des 20 années suivantes, ils perdirent tout. Afrique, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Caraïbes. Dès 1970, l'Empire britannique n'existait plus que dans les livres d'histoire. Étape 5. L'effondrement monétaire. La livre continua de chuter. En 1940, une livre valait 4,03 $. En 1950, 2,80 $. En 1970, 2,40 $. En 1980, 2,30 $. Aujourd'hui, 1,27 $. En 1970, 2,40 $. En 1980, 2,30 $. Aujourd'hui, 1,27 $. La monnaie de réserve mondiale était devenue une monnaie régionale. La Grande-Bretagne tenta de maintenir les apparences, siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, armes nucléaires, relations spéciales avec l'Amérique. Mais tout le monde connaissait la vérité. C'était une ancienne puissance, un musée de ce qui fut autrefois grand. L'Empire était parti et ne revint jamais. Examinons maintenant l'exemple le plus récent. L'Union soviétique, 1945-1991. Après la Seconde Guerre mondiale, l'URSS émergea comme superpuissance. Armes nucléaires, armée massive, contrôle de l'Europe de l'Est, satellites dans l'espace. Et ils croyaient être l'avenir. Le communisme enterrerait le capitalisme. Pendant 45 ans, ils rivalisèrent avec l'Amérique, nous égalèrent militairement, construisirent plus de tanks, plus de missiles, plus de troupes. Mais sous la surface, l'économie mourait. Étape 1. La surextension militaire. L'Union soviétique dépensait 15 à 20% de son PIB pour l'armée, le triple des dépenses américaines. Ils devaient égaler la technologie américaine, la portée américaine, les alliances américaines. Mais leur économie était une fraction de la nôtre. Ils étaient en Afghanistan, soutenaient Cuba, la Syrie, le Vietnam, la Corée du Nord, l'Angola, l'Éthiopie. Partout où l'Amérique avait de l'influence, ils devaient contre-attaquer. Le coût était insoutenable. Étape 2. La stagnation économique. L'économie soviétique cessa de croître dans les années 1970. Les revenus pétroliers les maintenaient à flot, mais rien d'autre ne fonctionnait. Les usines produisaient des rebuts. Les fermes échouaient. La technologie prit des décennies de retard. Dès les années 1980, l'Union soviétique importait des céréales. Un pays avec les meilleures terres agricoles de la planète ne pouvait se nourrir. Pourquoi? Parce que la planification centrale ne fonctionne pas. Parce que l'innovation meurt sous le contrôle. Parce que personne ne produit quand il n'y a pas d'incitation. Étape 3. L'effondrement monétaire. Le rouble ne fut jamais une vraie monnaie. Il ne pouvait être échangé internationalement. Même les citoyens soviétiques n'y faisaient pas confiance. Ils utilisaient des dollars quand ils le pouvaient.
Le gouvernement devait acheter des biens étrangers avec de l'or et du pétrole, car personne ne voulait de roubles. Dès 1985, les prix du pétrole chutèrent. Les réserves d'or soviétiques s'épuisaient. Il manquait d'argent réel. Étape 4, la perte de l'Empire. En 1989, le mur de Berlin tomba. L'Europe de l'Est partit. Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Allemagne de l'Est, disparus en un an. Les satellites qui donnaient à l'Union soviétique sa profondeur stratégique avaient disparu. Le gouvernement soviétique ne pouvait l'arrêter. Ils étaient fauchés. Étape 5, l'effondrement complet. Le 26 décembre 1991, l'Union soviétique cessa d'exister. 900 jours entre la chute du mur de Berlin et la dissolution complète. Aucune guerre, aucune invasion, juste un effondrement économique interne. L'armée ne pouvait être payée, le gouvernement ne pouvait fonctionner. Le rouble devint sans valeur. Une superpuissance avec 30 000 armes nucléaires s'effondra à cause d'un échec économique interne. Le schéma s'était répété. Surextension, échec monétaire, dette, perte d'empire, effondrement. Et voici ce qui devrait vous empêcher de dormir. Les États-Unis suivent exactement le même schéma étape par étape. Étape 1, la surextension militaire. Les États-Unis ont plus de 750 bases militaires dans 80 pays. Nous avons des troupes dans 150 pays. Nous nous engageons à défendre l'Europe via l'OTAN, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines. Nous combattons au Moyen-Orient, controns la Chine, controns la Russie. Notre budget militaire est de 850 milliards de dollars annuels, plus que les 10 pays suivants combinés. Et ce n'est pas suffisant. Nous sommes à bout de force. L'équipement vieillit, le recrutement baisse, et nous avons des engagements que nous ne pouvons honorer. Si la Chine envahit Taïwan, si la Russie pousse en territoire OTAN, si l'Iran ferme le golfe Persique, nous ne pouvons répondre à tout simultanément. Nous sommes surétendus. Exactement comme l'Espagne, comme la Grande-Bretagne, comme l'URSS. Étape validée. Étape 2, la dévaluation monétaire. En 1971, Nixon ferma la fenêtre de l'or. Le dollar devint une monnaie purement fiduciaire. Depuis 2000, la masse monétaire a augmenté de 400%. Depuis 2020, nous avons imprimé plus de 6 000 milliards. Le dollar a perdu 98% de son pouvoir d'achat depuis 1971. Nous ne mélangeons pas de cuivre dans des pièces d'argent, nous imprimons simplement du papier sans limite. Le mécanisme est différent, mais le résultat est le même. Dévaluation, étape validée. Étape 3, la spirale de la dette. Les États-Unis doivent 36 000 milliards, 120% du PIB. Les seuls paiements d'intérêts approchent les 1 000 milliards par an. Nous dépensons plus en intérêts qu'en défense. Nous courons des déficits chaque année. 1 800 milliards en 2024, pendant une économie en croissance. En temps de paix, nous empruntons pour payer les intérêts sur des emprunts précédents. C'est la définition d'une spirale de la dette. L'Espagne a fait défaut 4 fois. La Grande-Bretagne a emprunté jusqu'à l'effondrement. L'URSS a manqué d'argent. Nous suivons le même chemin. Étape validée. Étape 4, la perte de capacité productive. L'Amérique ne fabrique plus rien. Nous concevons, nous finançons, nous consommons, mais nous ne produisons pas. Notre base manufacturière a été démantelée. Expédiée en Chine, au Mexique, au Vietnam, nous importons 800 milliards de plus que nous n'exportons annuellement. Nous dépendons de chaînes d'approvisionnement étrangères pour tout. Médicaments, électronique, acier, même composants militaires. Exactement comme l'Espagne devenait dépendante des importations pendant que l'argent s'écoulait, nous dépendons des importations pendant que les dollars s'écoulent. Et comme l'Espagne, quand l'argent cessera de couler, nous serons en difficulté. Étape validée. Étape 5. La décadence sociale. La confiance dans les institutions est au plus bas. La criminalité augmente. Le sans-abrisme explose. Les overdoses de drogue tuent 100 000 Américains annuellement. Les meilleurs éléments partent ou se désengagent. Les taux de fertilité s'effondrent. La dysfonction politique est totale. Nous ne pouvons nous mettre d'accord sur rien. Ne pouvons rien réparer. Ne pouvons rien construire. Les signes de décadence sont partout, mais tout le monde prétend que tout va bien. Tout ne va pas bien. Étape validée. Nous en sommes à l'étape 5 sur 7. L'Union soviétique est arrivée à l'étape 5 avant l'effondrement complet.
La Grande-Bretagne aussi. L'Espagne a tenu plus longtemps, mais le schéma est identique. Nous ne sommes pas à la fin, mais nous sommes profondément engagés dans la séquence. L'étape 6 est la perte du statut de monnaie de réserve. C'est quand les alliés commencent à diversifier, quand le commerce passe à d'autres monnaies, quand le dollar revient en masse parce que personne n'a plus besoin de le détenir. Nous voyons les signes avant-coureurs. Les pays BRICS développent des alternatives. Les banques centrales achètent de l'or. La Chine et la Russie commercent en yuan et en rouble. L'Arabie saoudite accepte le yuan pour le pétrole. Les fissures se forment. L'étape 7 est l'effondrement. Pas un déclin graduel, un effondrement soudain. L'Union soviétique est passée de superpuissance à inexistante en 900 jours. La Grande-Bretagne a perdu l'Empire en 20 ans. L'Espagne a pris plus de temps. Mais le résultat fut le même. Quand la monnaie de réserve échoue, quand la dette devient impossible, quand l'armée ne peut plus être financée, cela ne décline pas gracieusement. Cela s'effondre rapidement, brutalement. Et tous ceux qui pensaient que cela ne pouvait pas arriver ici apprennent la même leçon que chaque empire apprend. Cela peut arriver, et cela arrive. 3 empires ont suivi ce schéma. Espagne, Grande-Bretagne, URSS. Chacun croyait être exceptionnel. Chacun croyait être différent. Chacun croyait que les règles ne s'appliquaient pas à eux. Ils avaient tort à chaque fois. Nous nous racontons les mêmes mensonges en ce moment. Nous sommes différents. Nous avons la technologie, nous avons le dollar, nous sommes l'Amérique. Mais le schéma se moque de l'exceptionnalisme. Le schéma est amathématique. Vous ne pouvez pas dépenser au-delà de vos moyens éternellement. Vous ne pouvez pas maintenir un empire sans capacité productive. Vous ne pouvez pas dévaluer votre monnaie sans conséquence. Vous ne pouvez pas éviter les étapes 6 et 7 une fois que vous avez complété les étapes 1 à 5. La séquence est verrouillée. La seule question est le timing. Peut-être avons-nous 10 ans, peut-être 5, peut-être moins. Mais le schéma indique que l'effondrement arrive. Et quand il viendra, ce ne sera pas lent, ce sera soudain. Une crise monétaire qui déclenche une crise de la dette, qui déclenche une crise politique. Du jour au lendemain, la superpuissance devient une mise en garde. La monnaie de réserve devient une monnaie régionale. L'empire devient un souvenir. 3 fois, c'est arrivé auparavant. Le schéma dit que nous sommes les prochains. Depuis 2020, nous avons accéléré chaque étape. Imprimé plus d'argent, augmenté la dette, étendu les engagements militaires, vidé la production, fracturé la société. Nous ne marchons plus sur le chemin, nous y courons. Et la fin est visible si vous connaissez le schéma. Peut-être trouverons-nous une issue. Peut-être que l'Amérique peut faire ce que l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique n'ont pas pu. Peut-être que nous réformerons, reconstruirons, restaurerons. Peut-être que cette fois est vraiment différente. Mais le schéma dit le contraire. Les mathématiques disent le contraire. Et l'histoire, qui a vu des empires mourir de la même manière encore et encore, dit que nous sommes sur le point d'apprendre la leçon à la dure. Si cette analyse t'a ouvert les yeux sur où nous en sommes réellement dans la séquence, abonne-toi. Car quand nous atteindrons les étapes 6 et 7, tu voudras comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Les réponses ne se cachent pas dans le futur, elles sont écrites dans le passé. Et je te montrerai où regarder.